Bonsoir à tous, bienvenue dans NCI 360. Nous avons retenu 3 faits majeurs dans l'actualité de cette semaine. Le premier, la décision de Laurent Gbagbo de créer un nouveau parti politique. Le divorce est donc prononcé entre Laurent Gbagbo et celui qui a été à un moment donné son Premier ministre, à savoir Pascal Affi-N'Guessan. Laurent Gbagbo laisse ainsi, selon ses propres termes, l'enveloppe à Affi-N'Guessan pour créer un nouveau parti avec le même contenu. C'est une erreur politique de la part de M. Laurent Gbagbo ou simplement une stratégie politique. Affi-N'Guessan survivra-t-il à la tête du FPI sans Laurent Gbagbo? Autant de questions que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Autre fait marquant de l'actualité, la résurgence des cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré le vendredi 7 morts et hier un mort. Vendredi et samedi, le pays a enregistré plus de 200 nouveaux cas. Qu'est-ce qui explique cette résurgence? Est-ce une insuffisance des mesures sanitaires ou le relâchement dans le respect des mesures barrières? Nous aborderons également ce thème. Et puis le dernier sujet qui sera à l'ordre du jour ce soir, c'est cette affaire qui défraie la chronique. Sur la toile, des étudiants, des candidats au BTS n'ont pas pu composer pour la simple raison qu'ils n'ont pas reçu leur convocation. Que s'est-il réellement passé? Pour en parler, donc ce soir, nous avons comme invité M. Arthur Bonga. Bonsoir, M. Arthur Bonga. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes historien. Nous avons également le docteur Arsène Nénébi. Bonsoir, docteur Arsène Nénébi. Ex ou encore président de l'APDH, sachant que la passation n'a pas encore été faite. Pour le moment, je le suis jusqu'au samedi prochain. D'accord, donc président de l'APDH jusqu'au samedi prochain. Merci pour la précision. Et puis nous avons également un habitué de ce plateau, c'est le professeur Dion. Bonsoir, professeur Dion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président de la Ligue de la Nouvelle Espérance pour la Côte d'Ivoire. Et juste en face de vous, professeur Dion, nous avons Pulchérie Palais. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes leader de la société civile et présidente de l'Alternative citoyenne ivoirienne. Je continue donc pour dire que nous avons M. Blaise Lasme. Bonsoir, monsieur Bonsoir, Lasme. madame. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes le secrétaire exécutif de la jeunesse EDS. Et juste en face de vous, nous avons Lia Nyon Ferdinand, qui est le président des jeunes du FPI. Plus besoin d'ajouter FPI à FI, hein. Parce qu'avant, on parlait de FPI Gore ou FPI affilié. En tout cas, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Pour commencer, madame et messieurs, je vous propose donc cet élément de la rédaction de NCI. La direction du FPI a tenu hier samedi à son siège un comité central. Et ce comité a adopté une motion de radiation de l'ancien président Laurent Gbagbo. Affi-N'Guessan a également donné sa version des faits. C'est un reportage de Thiemé Danger et d'Aruna Ziba. Le FPI, Front populaire ivoirien, a tenu samedi 14 août 2021, à son siège d'Abidjan-Cocody-Vallon, son premier comité central extraordinaire. Moment de retrouvailles et de communion entre les militants et présidents du parti, mais aussi occasion de vérité en lien avec l'annonce de l'ex-président Laurent Gbagbo de créer un autre parti. Le problème que le président Gbagbo pose en disant « je me mets à côté », là, c'est un test de la maturité démocratique au sein du FPI. Dans le parti où vous êtes là, est-ce que vous êtes là-bas par conviction ou bien vous êtes là-bas parce que je suis là-bas? Pour tester, il se met là et puis il va voir. Quels sont ceux qui vont aller? Ceux qui vont aller, ce sont ceux qui n'ont pas de conviction, qui suivent un individu, qui suivent une personne et qui vont là où la personne va. Et ceux qui vont rester, ce sont les militants. Ceux qui sont dans un parti par conviction, dans le respect des règles que le parti s'est données, et qui vont voir passer les dirigeants. L'ex-premier ministre rejettera par ailleurs tout deal avec le pouvoir RHDP. Une manœuvre, selon lui, de ses détracteurs pour le discréditer. À partir de la crise de 2010, on a des visions qui ne convergent pas. C'est ça qui est le vrai problème. Pour délégitimer ta posture, ils vont toujours faire croire que ce n'est pas toi qui penses ça, mais des gens qui te poussent. Donc tu es manipulé. Mais ça, c'est la démarche du parti unique.
Et dans ce domaine-là, je crois que certains de nos amis qui sont là-bas n'ont pas abandonné les réflexes marxistes ou trotskistes. Afin Guessan a levé également le voile sur la rencontre de Bruxelles. Une entrevue au cours de laquelle sa proposition de vice-président avait choqué. Pourquoi j'ai proposé? Parce que ce n'est pas courant, ce n'est pas anodin que quelqu'un qui est président dise « bon, je descends, être vice-président et toi, prends la présidence ». Est-ce qu'on voit ça souvent? Les gens qui sont présidents, souvent, ils s'accrochent à leur présidence et ils se débattent. Et le président Laurent Gbagbo lui-même s'est accroché. Quand les uns et les autres disaient qu'il avait perdu le pouvoir, et qu'on faisait même la guerre, que les gens mouraient, est-ce qu'il a dit non? Au nom de la vie humaine, je cède le poste de président à Alassane Ouattara. Est-ce qu'il a dit ça? Alors pourquoi il peut considérer que c'est une insulte que je lui dise prends le poste de président, que moi je vais me contenter de vice-président? On veut mettre tout le monde ensemble. Il faut d'abord que nous deux là on se mette ensemble. Sinon moi là, président de FPI, là, j'ai dépassé ça. Ce n'est plus président de FPI que je cherche. Je cherche le président de la République de Côte d'Ivoire. Pour la bataille de 2025, avec un parti qui va enregistrer des départs, avec la création d'un autre sorti de ses entrailles, le président du FPI se veut confiant. Le contenu de l'enveloppe est consistant, avec la nouvelle ligne que nous allons imprimer au parti. Vous allez voir de nouveaux visages qui vont venir grossir les rangs du parti, donner du sang neuf au parti, enrichir le potentiel humain et intellectuel du parti. Et c'est peut-être avec ça que je suis persuadé les Ivoiriens nous feront confiance en 2025 pour la renaissance de la Côte d'Ivoire. Ce comité central a été marqué par la radiation de l'ex-président Laurent Gbagbo. Une décision qui vient consacrer la rupture avec les anciens camarades de l'aile dite Gore, Gbagbo ou rien. Retour donc sur ce plateau. Alors, chers invités, Afin Guessan, à travers ses différentes déclarations, est-il en train de reconnaître ou de dire qu'il n'avait jamais eu l'intention de redonner la présidence du FPI à Laurent Gbagbo? Je commence par vous, Arthur Banga. Non, je pense qu'il avait déjà proposé de lui donner la présidence du FPI dans leur discussion de Bruxelles. Donc, pour lui, ce n'était pas tant ça. Mais il faut comprendre un peu le contexte de façon générale. Il y a d'abord pendant 10 ans une tension entre Pascal Afin Guessan et le reste de ses amis. D'ailleurs, une tension qui était à son comble. Pendant ces 10 ans, il a une partie du parti, la partie officielle légale, mais il n'a pas su ou il n'a pas pu établir une hégémonie, naturellement, parce que Laurent Gbagbo était encore présent, même absent du territoire, il était présent dans tous les esprits. À partir du moment où Laurent Gbagbo commence à sortir de prison, ça se dessine déjà, on sait très bien qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et la première déclaration politique de Laurent Gbagbo dans son espoir de sortir de prison, lorsque ça se dessinait, elle remonte à janvier 2019. Le signal est donné par Assou Adou, qui annonce clairement, pendant que le PDCI propose une alliance non idéologique, il répond en quelque sorte en disant que l'alliance sera d'abord une alliance de gauche idéologique qui est à progresser ailleurs. À partir de là, on voit très bien que Laurent Gbagbo, en fait, tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est les décisions qu'il a mûries pendant tout son temps de prison et son temps à Bruxelles. On voit très bien qu'il envoie un signal. Il faut un instrument plus fort où il faut une façon de rassembler la gauche. Donc, on peut comprendre déjà que le FPI classique était déjà en danger dans la tête de Laurent Gbagbo. Mais on s'imaginait que, comme il dit, rassembler la gauche, ce serait fait avec tous les points forts de cette gauche, y compris Pascal Afin Guessan. Sauf que, visiblement, apparaît une grosse mésentente lors de leur tête-à-tête. Laurent Gbagbo ne comprend pas ou n'accepte pas une sorte de marchandage. L'exigence du poste de vice-président. Voilà, pour lui, ça doit naturellement, en tant que leader du parti, en tant que celui qui doit reconstituer la gauche, il lui faut cet instrument. Donc, pour terminer, dans cette bataille,
plutôt que d'aller vers une négociation politique, voire une bataille juridique qui serait longue et peut-être difficile, il a choisi clairement de contourner la pierre, comme il a dit lui-même, de lancer un instrument, parce qu'il faut clairement un nouvel instrument pour lui dans sa phase de conquête. Et donc ce nouvel instrument est fait au détriment peut-être d'un large rassemblement qu'on espérait. Professeur Dion, c'est un avis que vous partagez? Alors, les hommes politiques aiment bien ce qu'on appelle la loi de Matthieu. D'accord. Matthieu 5,30. Dites-nous. Quand ta main droite est une occasion de chute pour toi, coupe-la et jette-la loin. Et la main droite ici, C'est c'est le Afin principe Guesson. politique. Parce que la politique, ce n'est pas une question d'amitié, c'est une question d'intérêt. Je ne connais aucun leader politique ou aucun chef d'État qui accepte de s'adjoindre des forces qui pourraient lui nuire après. Ce que Laurent Gbagbo fait, c'est de la stratégie, ce n'est pas une erreur. À mes heures perdues, quand je fais des cours de leadership, je prends toujours l'exemple de la conquête de la Toison d'Or. Quand les guerriers grecs vont à la conquête de la Toison d'Or, sur leur chemin, ils croisent les Amazones. Ils ont envie de se battre, mais leur leader leur dit que nous avons un objectif qui est essentiel, c'est la Toison d'Or. Nous pouvons nous battre contre les Amazones, nous allons perdre du temps, nous allons perdre de l'énergie et nous risquons même de perdre certains de nos grands artilleurs. Je vous en prie, allons à l'essentiel, c'est la Toison d'Or. Gbagbo Laurent l'a clairement dit dans son discours. Il contourne un caillou parce que l'essentiel pour lui est devant. Que gagnerait-il à entrer dans une querelle juridique avec Afin Guesson? Il perdrait du temps, il perdrait de l'énergie et il perdrait même peut-être certains de ses hommes, puisqu'on l'accuserait d'usurper le titre FPI. Mais en décidant de créer un nouveau parti, il pourrait perdre aussi certains de ses hommes. En décidant de créer un nouveau parti, il se met dans une logique de rassemblement. Pour faire court, Laurent Gbagbo crée son RHDP à lui, parce qu'il voit le PDCI comme un grand bloc, il voit que le RHDP est solide, mais il veut créer un rassemblement. Et il estime que le FPI n'est pas l'instrument adéquat pour aller à cette bataille, parce qu'il est en train de nous dire que 2025, il sera présent et il ne peut pas accepter que quelqu'un soit avec lui et qu'il rêve aussi à 2025 comme lui. On parlera tout à l'heure de cette présence en 2025. Beslas, votre avis sur le sujet? Bon, en ce qui me concerne, je pense que Laurent Gbagbo a posé le pas qu'il fallait. Parce qu'il nous serait préjudiciable de s'engager dans un bas de fer qui allait nous faire disperser nos énergies. Or, ces énergies-là, nous en avons besoin pour aborder les batailles que M. Ouattara nous impose. Parce qu'il y a les élections de 2025 qui approchent. Mais dans environ 20 mois, il y a aussi des élections municipales et des élections régionales. Donc, avant d'aborder ces échéances qui sont capitales, il fallait régler le problème de notre légalité vis-à-vis d'Afin Guesson. Parce que, vous savez, ce problème-là risquait de nous faire dévier de ce qui était essentiel. Laurent Gbagbo, un homme d'État, un homme avisé, a désiré de trancher. Il y avait Afin Guesson qui réclamait la présidence d'un parti. Il y avait aussi un grand nombre de partisans qui lui avaient donné cette présidence-là. Donc, se voyant mal en train de se battre avec Afin Guesson concernant le FPI, il a préféré créer un rassemblement de gauche, un parti encore plus grand. Mais moi, je pense qu'au-delà de ça, Afin Guesson s'est un peu précipité. Parce que Laurent Gbagbo a appelé au rassemblement de gauche. Ce rassemblement pouvait lui être profitable en demandant simplement à Laurent Gbagbo de pouvoir l'y accueillir. Mais il s'est précipité, il a fait... Mais que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est une fuite en avant de la part de Laurent Gbagbo d'aller à la création d'un nouveau parti? C'est plutôt de la sagesse. C'est plutôt de la sagesse. Le nouveau Laurent Gbagbo qui est arrivé en Côte d'Ivoire est celui qui veut travailler à rassembler les Ivoiriens. Et celui qui veut travailler à rassembler les Ivoiriens ne peut pas s'éterniser ou passer son temps à se battre. Merci. Docteur Hassan Enebi. Pour moi, cette rupture entre les deux hommes n'est pas du tout surprenante, d'autant plus que, tout d'abord, le président Laurent Gbagbo est dans la logique de rupture qu'il a entamée depuis sa sortie de prison. Il vous souviendra qu'il a rompu avec l'Église évangélique. Nous savons également le cas de l'ex-première dame, Mme Simone Yvette Gbagbo. Aujourd'hui, AFI, est-ce que le président Gbagbo n'est pas en train de régler des comptes par rapport à ce qui s'est passé en 2010? Certainement qu'il a des choses à reprocher à ces personnes. Maintenant, en décidant de créer un nouveau parti politique, le président Gbagbo est conscient que les Ivoiriens ne suivent pas des hommes politiques
sur la base d'idéologie, mais sur la base de leur personnalité, de leur personne, sur la base de leurs ethnies. Laurent Gbagbo a conscience de son poids dans le jeu politique ivoirien. Et donc, en décidant de créer un parti politique, comme l'ont dit certains prédécesseurs tout à l'heure, il évite d'abord une bataille juridico-judiciaire dans laquelle il lui serait difficile. Il aurait perdu cette bataille, d'après vous, en tant que juriste, justement. De mon point de vue, il y avait peu de chances que le président Gbagbo et son bloc puissent gagner cette bataille juridico-judiciaire. Ensuite, Laurent Gbagbo sait qu'en politique, il n'y a pas à perdre du temps. S'engager dans ce schéma-là avec Afin Guessan allait lui faire disperser de l'énergie. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il contourne et il appelle à un rassemblement. Est-ce surprenant? Non. Pourquoi? EDS a été créé. Depuis la création de l'EDS, ceux qui ont coutume de suivre la politique ivoirienne savaient plus ou moins que la rupture entre ces deux personnalités allait advenir, d'autant plus que chacun d'entre eux a en ligne de mire la conquête du pouvoir en 2025. Donc pour vous, c'était prévisible? Très prévisible. Madame Balé, de Chéri. Oui, merci. Avant de répondre à la question, permettez-moi en 30 secondes de dire merci aux Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mon arrestation. Donc, je voudrais dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus et aussi encourager ceux qui sont encore en prison. Donc, par rapport à ce sujet-là, j'aimerais dire que nous, en tant que société civile, ce qui nous intéresse, c'est toutes les questions d'intérêt national, toutes les questions qui ont un impact évident sur le peuple ivoirien en général. Là, il s'agit d'une querelle entre partisans d'un même parti qui ont décidé de se séparer. Donc, a priori, ce n'est pas vraiment notre problème, on regarde. Mais ce qu'on peut dire, c'est que, en principe, en politique, on marche selon une vision. Et si des personnes n'ont plus la même vision, nous pensons que c'est tout à fait normal qu'elles puissent se séparer. Maintenant, est-ce que toutes ces querelles auront un impact sur la réconciliation? C'est ça surtout notre souci, parce que nous pensons que la réconciliation doit se faire avec tout le monde. Donc, on verra bien ce que la suite nous réserve. Ce qui va se passer. Voilà. Léa Ferdinand, Afin Guessan a toujours donc eu cette ambition présidentielle? Oh, je vais vous rassurer tout de suite. Le président Afin Guessan a toujours considéré le président Laurent Gbagbo comme son leader et comme son patron. Vous avez été témoin quand il effectuait son premier voyage en Europe, quand le président Laurent Gbagbo est sorti de prison et qu'il était à Bruxelles. Il a toujours considéré comme son patron. Et ce qui se passe aujourd'hui a choqué plus d'un, madame. Parce que ce Laurent Gbagbo que les militants du FPI ont adoubé il y a déjà plusieurs années n'est plus le même. Vous voulez dire que ce n'est pas le même homme qui est revenu de la CPI? Je suis en train donc de vous dire qu'il n'est plus le même parce que, voyez-vous, moi principalement, je suis fils d'un homme qui a été jusqu'à sa mort militant du PDCI-RDA. Je ne pouvais aimer mieux quelqu'un d'autre que mon père. Et bien, j'ai fait le choix d'une idéologie. Ce qui veut dire que je n'ai pas épousé Laurent Gbagbo parce qu'il était Laurent Gbagbo, mais parce qu'il avait donné une ligne que les jeunes Ivoiriens devaient suivre, ceux en tout cas qui avaient soif d'une liberté d'expression et qui avaient soif de nouvelles visions. C'est cette vision que nous avons suivie. Mais nous avons découvert avec beaucoup de désarroi la déclaration du président Laurent Gbagbo qui devait, à notre sens, recevoir le Premier ministre Pascal Afin Guessan, président du Front populaire ivoirien, qui lui a déposé une demande d'audience. Madame, le président Laurent Gbagbo est libre. La demande d'audience a été déposée où? Le président Laurent Gbagbo est libre de créer un parti politique. Mais il y a des vertus qu'il a enseignées. Il a dit en cas de problème, il faut toujours qu'on s'asseye et qu'on discute. Il a refusé de discuter. Et il nous impose une idée. Je vais éviter un débat juridique. Mais il n'y avait pas de débat juridique entre Laurent Gbagbo et Afin Guessan. Ils auraient pu d'abord se rencontrer
se parler, qu'il lui ait entendu Afin N'Guessan, qu'il sache ce qu'il voulait véritablement. Il le dit dans son discours, il a rencontré Afin N'Guessan, ils ont échangé et ce dernier a exigé la vice-présidence du FPI. Je vais vous dire, madame, nous sommes dans un conflit, quoi qu'il en soit. Il y avait d'une partie des dissidents et dans une autre partie des légalistes. Mais madame, quand vous êtes en palabre et que vous partez pour le règlement de ce problème, chacun y va avec des propositions de sortie de crise. Eh bien, c'est ce que le président Laurent Gbagbo, le président Pascal Afin N'Guessan donc une proposition a fait. et non Il a une fait une proposition. Et je vais vous rassurer, à l'issue de cette rencontre, nous avons eu plusieurs rencontres à Abidjan ici. Parce que le président Laurent Gbagbo avait instruit Assou Adou et ses amis pour venir nous rencontrer. Nous avons eu plusieurs rencontres pour préparer ce qu'on a appelé les acquis de Bruxelles. Il était acquis que nous devons organiser un congrès unitaire. Madame, nous avons mené les discussions et à un moment donné, les camarades d'en face, notamment Assou Adou, a pu nous dire qu'en tant que virologue, il constate que la Covid est en train de prendre une proportion et donc il faut Ce qui était le cas à cette époque. Il faut rompre, il faut qu'on arrête les discussions et qu'on attende que la maladie connaisse une baisse. Mais pendant ce temps, là où nous étions 12 à discuter avec le respect des mesures barrières, pendant ce temps, nos camarades font des discussions, font des rencontres au siège du PDCI. On va donc leur permettre, on va certainement vous laisser terminer, on va leur permettre donc de réagir. Athiou Banga voulait réagir sur... À deux choses. D'abord, le professeur a dit que c'est une stratégie, ce n'est pas une erreur. C'est deux notions qui sont bien différentes. On peut faire une stratégie sans faire d'erreur, ce n'est pas lié en fait. La stratégie, elle vise clairement, d'ailleurs je vous recommande l'excellent livre de Kouto Begari sur le traité de stratégie, c'est comment on utilise des moyens pour parvenir à un but. Après, si on réussit son but, on a gagné. Si on ne réussit pas, c'est une erreur. Mais a priori, non. Deuxième chose que je vais dire, il y a quelque chose qui quand même colle assez mal dans le discours sur l'idée de rassembler avec un nouveau parti. Le discours de qui? De Laurent Gbagbo. De Laurent Gbagbo, qui a été repris par Blaise ici, de dire qu'on veut rassembler en créant un nouveau parti et en évitant, en laissant l'enveloppe. Ça ne marche pas. Voilà, quand on veut rassembler, l'idée de base de rassembler la gauche devait se faire avec toutes ces figures de gauche autour de Laurent Gbagbo. Clairement, il n'a pas voulu négocier, il a choisi, il a tout à fait le droit, parce que pour lui aujourd'hui, il faut un nouvel instrument et peut-être, ou bien le FPI aussi, ce serait peut-être redonner une nouvelle vigueur à cette gauche. Ce serait aussi oublier certains passages difficiles du parti. D'autant plus que les idées qu'il veut remettre en avant, je lui dis très bien, on va lui laisser l'enveloppe, mais avec le même contenu, avec les mêmes idées, les idées de décentralisation, de lutte contre la pauvreté, d'égalité. C'est comme si c'était un FPI bis. Un FPI bis débarrassé justement de son nom FPI, qui aura l'avantage aussi de donner une sorte de nouveau visage, d'oublier les erreurs ou les fautes commises par ce FPI. Ça peut se voir dans cette stratégie. Le seul hic, moi je le dis clairement, c'est que ça ne colle pas avec l'idée de rassemblement. Parce que si on voulait cette idée de rassemblement, il fallait que ce nouvel instrument se refasse avec toutes ces grandes figures de gauche, tous les jetons de Laurent Gbagbo, donc y compris Pascal Afin N'Guessan, Charles Blé Goudé, pourquoi pas Simone Gbagbo, Mamadou Koulibaly, tout cela. En ce moment, on aurait eu un vrai mouvement de gauche, mais bon, Blaise a dit tout à l'heure, comme on dit à Abidjan, c'est pas gâté. Il y a encore l'occasion de poursuivre des négociations, mais je vais donc peut-être donner la parole à Blaise sur ce que vous dites et peut-être revenir sur pourquoi Laurent Gbagbo, qui est connu pour cette célèbre phrase « Asseyons, nous discutons », refuse de discuter avec Afin N'Guessan, dans le cas d'Afin N'Guessan. Et plus d'un se pose la question de savoir pourquoi il a pu rencontrer, par exemple, le président Alassane Ouattara, pourquoi n'arrive-t-il pas à transcender ces différends avec Afin N'Guessan pour discuter? Merci. Moi, je ne vois pas de différends majeurs entre Laurent Gbagbo et Pascal Afin N'Guessan. Je n'en vois pas. D'accord. J'ai écouté tout à l'heure le Premier ministre Afin N'Guessan qui a dit que depuis 2010, les visions ne convergent pas. Or, un parti politique, c'est un rassemblement volontaire d'hommes et de femmes unis par la même vision, par une ligne d'ensemble et des objectifs communs. Voilà. Après du moment où on ne s'entend pas sur la ligne, après du moment où on ne s'entend pas sur la vision, après du moment où les objectifs divergent, mais c'est normal qu'on se sépare. Mais la séparation n'est pas définitive. La séparation n'est pas définitive. Laurent Gbagbo a pris une option.
Il dit, je ne vais pas me battre avec Afin Guessan, je décide de créer un autre parti. Parce que j'estime que de là où je viens, le niveau que j'ai atteint, il sera inutile pour moi de m'engager dans une bataille qui va me perdre des énergies. En ce moment-là, Afin Guessan pourrait même s'intégrer dans ce rassemblement qui est en train de se formaliser. Et vous pensez que c'est possible? Est-ce que Afin Guessan qui décide de rejoindre ce nouveau parti, Laurent Gbagbo serait d'accord? En politique, tout est possible. Laurent Gbagbo a émis une idée. Laurent Gbagbo est en train de créer un parti. Il a même appelé tous ceux qui veulent adhérer à ce parti-là de venir afin qu'on puisse ensemble construire ce nouveau parti. Je ne vois pas où est le problème. Je pense qu'on doit même dire merci à Gbagbo et on doit louer sa sagesse qui nous a évité un combat fratricide inutile. Docteur Hassan Nenebi, de réagir. Après, je donnerai la parole à Léon Ferdinand. D'accord. Quand on voit, et vous l'avez dit tout à l'heure, la démarche que le président Laurent Gbagbo a effectuée vis-à-vis du président Bédié, la démarche qu'il a effectuée vis-à-vis du président Ouattara, alors qu'on sait les positions qui étaient les leurs, alors qu'on sait les dissensions qui existaient entre eux et qui ont conduit à ce que nous savons, et que le président Gbagbo a pu faire ce pas, on se demande pourquoi, avec Afin Guessan qui a été son Premier ministre, son président de parti, pourquoi les égos des deux ont pu prendre le pas. Mais comme vient de le dire M. Lazme, je pense qu'il n'est pas exclu qu'un jour les deux puissent revenir au fameux asseyons-nous et discutons. Cela dit... Pourquoi pas maintenant? Parce que pour Pourquoi moi... le faire après le divorce, après la rupture? Parce qu'en ce moment, les égos sont prégnants. Mais je pense également que sur la question... Leur discours sur la question de la réconciliation nationale ne peut plus prospérer vis-à-vis des citoyens, d'autant plus que les deux ont du mal à se réconcilier. Comment des gens qui ont du mal à se réconcilier au niveau interne, quel discours national ils peuvent faire pour dire aux Ivoiriens qu'eux sont bien en place pour pouvoir mener cette réconciliation nationale-là. Pour réconcilier au niveau national, il faut déjà qu'au niveau interne, quelques efforts de réconciliation puissent être faits. Léon Ferdinand. Oui, madame, c'est à cela que j'allais arriver tout à l'heure. Mais vous comprendrez que l'acte du président Laurent Gbagbo est dangereux. C'est dangereux parce que qui va prendre au sérieux ce qu'on va dire alors que nous sommes dans une dynamique de réconciliation? C'est pareil pour Afin Guessan aussi? Oui, à un degré moindre. À un degré moindre. Parce que pour nous, Laurent Gbagbo est à une dimension telle que parfois ça nous dépasse. On s'est dit que c'est un grand homme qui a su toujours se dépasser pour faire table rase de tout ce qui s'est passé et ramener tout le monde à lui. Alors on était dans l'espoir d'être reçu, d'être écouté, au moins pour une fois. Parce que vous avez entendu dans le discours du président Laurent Gbagbo, il a dit « Ils sont venus me dire qu'il fait des louvoiements » en parlant de Afin Guessan. Mais est-ce que quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, il a pris le temps d'écouter Afin Guessan pour savoir quels étaient ces louvoiements? Si aujourd'hui, Laurent Gbagbo arrive et qu'il n'est pas capable de faire cela, et qu'il dit qu'il fait un rassemblement de la gauche pour réconcilier les Ivoiriens, nous, ça nous choque. C'est choquant. Et parfois, on se dit, mais écoutez, nous avons vu un Laurent Gbagbo partir à La Haye, mais il y a un Laurent qui est arrivé et il nous faut qu'on nous ramène Gbagbo. Pourquoi simplement Afin Guessan n'a-t-il pas organisé le congrès pour donner la présidence? Oui. Comme ce fut le cas, Henri Konan Bédié en exil, de retour au Fologo, Laurent Fologo organise donc un congrès pour lui remettre la présidence du parti. Vous organisez un congrès, il faut qu'on se rencontre, non? Parce que le congrès, il ne rencontre pas Laurent Gbagbo et puis il se lève, il convoque un congrès et puis à ce congrès où Laurent Gbagbo n'est pas convié, il lui dit « tu es le président du Front populaire ivoirien ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il fallait qu'ils se rencontrent. Dans l'idée des acquis de Bruxelles, je le rappelle et c'est important, les acteurs sont vivants, le lieu de la rencontre existe, les décisions que nous avons prises existent. Il y avait eu un calendrier qui avait été établi et au bout duquel le congrès unitaire devait s'organiser et où le président Laurent Gbagbo serait le seul candidat du Front populaire ivoirien et qui devait être président du parti. Madame, la chute là, elle ne nous honore pas tous.
On vous a bien compris. La question, et je vais donner la parole à professeur Dion qui est impatient de réagir sur ces points, mais je vais quand même poser la question, c'est de savoir comment, vous avez tout à l'heure dit, c'est une stratégie, ce n'est pas une erreur. Blaise Las m'a parlé de sagesse, Arthur Banga a essayé de donner un cours sur le leadership, mais comment Laurent Gbagbo peut-il incarner la réconciliation en Côte d'Ivoire quand il n'arrive pas à réconcilier son propre parti, un parti qu'il a créé avec beaucoup de passion, beaucoup d'enthousiasme, parce qu'il voulait combattre pour la démocratie? Alors, la première chose, c'est de comprendre que les oppositions politiques ne se dédoublent pas forcément de questions de personnes. Ce n'est pas des questions crypto-personnelles. C'est vraiment des questions d'intérêt. Il y a un Laurent Gbagbo qui revient après 10 ans de prison. Quand on fait la prison, on n'est plus le même quand on sort de la prison. Afin Guessan il a donc changé. Laurent Gbagbo a changé. Guessan a fait la prison. Afin Guessan est sorti de prison. Si on observe bien la trajectoire de M. Afi, c'est valable pour tous ceux qui ont connu cette expérience. Quand ils sortent de prison, ils sortent autrement. Laurent Gbagbo doit faire la réconciliation, oui, mais on ne se réconcilie que si on se dit qu'est-ce qui nous oppose. Si on ne détermine pas précisément qu'est-ce qui oppose Laurent Gbagbo à Afin Guessan à l'heure où nous parlons, aucune réconciliation ne peut se faire. Si c'est sur la présidence du FPI ou je ne sais quoi, ils peuvent certainement s'entendre. Mais je le disais tout à l'heure, si c'est sur l'objectif principal, celui de diriger la Côte d'Ivoire en 2025, si c'est ça l'ambition de Afi, et si c'est cela l'ambition de Gbagbo, il sera difficile que sur ce point. Afin Guessan l'a dit, il a dit hier lors de. Donc vous comprenez que le dialogue se pose sur quoi? Il faut poser les conditions dialogiques de la réconciliation. Or, en ce moment-là, on a le sentiment qu'en termes d'intérêt, il y a une chose que chacun des deux recherche, et ce sera difficile que l'un lâche cela pour l'autre. Mais entre les deux, il y a un leader, et ma question reste opposée. Comment Laurent Gbagbo peut-il incarner la réconciliation quand il n'arrive pas à réconcilier son propre parti? Parce que, comme disait Madame tout à l'heure, la dimension de l'État, c'est différent de la dimension interne. Je veux dire, vous pouvez avoir des dissensions dans votre parti, et c'est comme ça que les partis sont constitués. Il y a toujours des courants, il y a des dissensions. Aucun parti ne connaît une homogénéité telle qu'il n'y a pas de palabre. Mais lorsqu'on arrive au niveau de l'État, on est au niveau de la politique. Et madame, je voudrais bien rappeler à chacun que la politique, ça consiste à domestiquer l'hostilité et à ne pas faire la guerre. À ce moment, on peut réconcilier de grands ensembles, on peut réconcilier la nation. Mais en interne, il y a toujours des divergences et des conflits d'intérêts. Et il est regrettable que ces divergences aient conduit à cette situation. Avant donc de donner la parole à Arthur Banga et à Blaise Las, moi je vais donner la parole à Madame Balé Pulchéry. Oui, merci beaucoup. Beaucoup de choses ont été dites. Ce que je voulais relever, c'est qu'aucun des hommes politiques actuels n'incarne la réconciliation. Aucun d'entre eux. Pourquoi vous le dites? Parce que c'est chacun dans ses décisions, dans ses actes, qui nous a emmenés à la guerre. C'est chacun qui nous a emmenés à la guerre. Et c'est aussi chacun, par l'entretien du culte de la personnalité, qui a mobilisé une partie des Ivoiriens autour de lui pour s'opposer à d'autres Ivoiriens. Donc nous, en tant que société civile, nous estimons que la réconciliation doit se faire avec eux tous, sans que l'un d'entre eux n'incarne la réconciliation, parce qu'il y a toujours une partie de la population qui est contre l'un ou l'autre de ses leaders. C'est pour cela d'ailleurs que nous faisons la promotion du concept de Pro-Côte d'Ivoire pour demander aux jeunes et aux Ivoiriens en général d'arrêter avec le culte de la personnalité, parce qu'au plus fort de la crise, on entendait Gbagbo a dit, tel a dit, et quand le leader dit, on ne réfléchit plus, on obéit, et ça c'est très dangereux. On veut des citoyens responsables, qui opèrent des choix par rapport à des valeurs et par rapport à une vision qu'ils ont pour leur pays. Et donc, s'il y a un leader qui incarne cette vision-là, on le suit par rapport à ses idées, mais pas par rapport à ses personnes. Donc, je voulais juste rectifier
qu'aucun des hommes politiques n'incarne la réconciliation. C'est à une autre entité, notamment la société civile, de les rassembler pour aller à la réconciliation. Et je reviendrai certainement vers vous pour que vous puissiez nous dire qui est cette personnalité qui peut incarner la réconciliation. Okay. Permettons donc à Turbanga de réagir et ensuite à Blaise Lasme. Je voudrais réagir sur deux choses, en fait. Voilà. Là, je suis d'accord. D'abord, pour l'image, c'est clair. Quelqu'un qui ne réussit pas à réconcilier sa famille a du mal à porter la réconciliation. Donc, par rapport à Henri Konan Bédié ou à Alassane Ouattara, Laurent Gbagbo laisse quand même une plume. C'est clair. Tu n'arrives pas à mettre tes lieutenants ensemble autour de toi. Tu veux mettre des Ivoiriens autour de toi. Ça, on va le lui rappeler, je sais. Mais pour répondre à ça aussi, la réconciliation, elle ne veut pas dire absence d'opposition, absence de divergence ou point commun. Non, la réconciliation, Laurent Gbagbo peut toujours contribuer d'abord en parlant de réconciliation, ce qu'il réussit à faire, en posant des actes symboliques mais très forts, comme quand il allait rencontrer Henri Konan Bédié, quand il allait rencontrer le président Alassane Ouattara, mais en mettant au cœur des revendications, parce qu'il y a des revendications pour la réconciliation, il y a des revendications pour la gestion du pays. La réconciliation, c'est quand on revendique et on contribue à l'état de droit, quand on revendique et on contribue à la baisse des inégalités, à la cohésion sociale. Donc on peut tout à fait toujours contribuer à ça. Lui, il a un rôle particulier avec Ouattara et Bédié parce que ce sont nos trois elders, ce sont nos trois leaders, mais tout le monde aussi. La deuxième chose que je vais dire, pour terminer, aux gens de la gauche, principalement à Ferdinand et à Blaise, mesurer, je pense qu'ils ne mesurent pas assez comment la gauche se fait harakiri en Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, si on a un émiettement de la gauche, quand on part à des élections, elle peut avoir un grand nombre de candidats, mais elle ne sera pas au deuxième tour. C'est arrivé en 2002 en France. Quand vous rassemblez les voix de gauche, Jospin est en deuxième tour. Mais avec Chevènement, avec Taubira, avec l'extrême gauche Arlette Aguier, paf, on explose. Et malheureusement, pour la gauche ivoirienne, si on a Laurent Gbagbo, si on a Finguessan, si on a Charles Blé Goudé, comme certains le disent, si on a Simone Yvet, c'est sûr qu'en 2025, on aura un parti de droite au pouvoir. Soit le RAGP qui fera bloc, soit le PDC-RDA qui fera bloc. D'ailleurs, je vais leur dire, même dans l'opposition, ce qu'ils font, la personne qui se frotte tellement aujourd'hui, pour moi, c'est Henri Konan Bédié, qui, au contraire de voir un Laurent Gbagbo qui a du mal à rassembler, lui, apparaît avec son parti comme quelqu'un de structuré. Mais Henri Konan Bédié qui a l'intention d'entrer en alliance avec Laurent Gbagbo, oui, mais dans une alliance, quand l'alliance de l'opposition contre un parti au pouvoir, dans un système de deuxième tour, elle a un gros enjeu. C'est déjà qui ira si jamais on va en deuxième tour. Et là, le FPI et EDS sont en train de faciliter le travail d'Henri Konan Bédié et du PDCI. Il faut qu'ils le mesurent très bien. Blaise Lasme. Alors, ce que je veux dire, il faut qu'on ressente le débat. Ressentir le débat, c'est quoi? La réconciliation nationale diffère des dynamiques de réconciliation interne à l'intérieur des partis. Il y a quand même un lien. Non, le lien, il est assez faible quand même. Parce que, regardez l'UDPCI. L'UDPCI provient du PDCI-RDA. Le RDA même est issu du PDCI-RDA. Il y a plusieurs partis comme ça qui sont issus d'autres partis. Les partis, ils se mettent ensemble dans des grands rassemblements. Il y a aussi des scissions, mais ça n'impacte pas sur la réconciliation nationale. Ce n'est pas ça. Je vous dis et je le répète encore. Afin-Guessan a déjà été reçu par le président Laurent Gbagbo. Ne faites pas de Laurent Gbagbo cet homme qui ne veut pas discuter. Ce n'est pas vrai. Et les faits nous démontrent le contraire. Afin-Guessan devait aller à Bruxelles. Quand il est revenu en Côte d'Ivoire, il n'y a eu aucune rencontre entre Laurent Gbagbo et Afin-Guessan. Mais chaque chose vient en son temps. Si vous suivez bien l'agenda du président Laurent Gbagbo, il est cohérent. Il a commencé par rencontrer Bédié. Après Bédié, il a rencontré Alassane Ouattara. Ensuite, devrait suivre ses camarades de parti. Il commence par rencontrer ceux qui lui étaient très proches et très fidèles. Et après, il allait rencontrer sans doute Afin-Guessan. Mais quand Laurent Gbagbo décide de partir à Daouko, on peut un communiqué. Quand Laurent Gbagbo décide de rencontrer ses camarades, on peut un communiqué. Voilà, chaque chose en son temps. Je suis convaincu que Gbagbo allait rencontrer Afin-Guessan. C'est pas ce qu'il n'a jamais fait. Mais je vous rappelle qu'après son premier rendez-vous manqué de Bruxelles, mais Afin-Guessan a porté une charge très violente contre le président Laurent Gbagbo au cours d'une conférence de presse. Mais ça n'a pas empêché Laurent Gbagbo de le recevoir. Laurent Gbagbo est un grand homme et il se met au-dessus des petites contingences. Il se met au-dessus des petits antagonismes. Je pense que si Afin-Guessan était patient, s'il était moins guidé par ses émotions, on serait arrivé à une réconciliation parfaite.
Pour vous, c'est l'impatience d'Afin Guessan qui conduit à ce... C'est ses émotions. C'est ses émotions. C'est quelqu'un d'assez colérique, c'est quelqu'un d'assez épidémique. C'est quelqu'un, pour une contrariété, il rentre dans tous les sens. Voilà, s'il était resté calme, s'il était resté tranquille, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème aujourd'hui. Parlons donc d'Afin Guessan. Il reste avec le FPI. FPI, enfin, avec ce que Laurent Gbagbo a appelé l'enveloppe. Mais on l'a entendu quand même aller dire à Gbagbo que l'enveloppe est pleine et qu'il envoie une deuxième enveloppe. La question aujourd'hui qui se pose, c'est Afin Guessan réussira-t-il à survivre politiquement ou à réorganiser le FPI après le départ de Laurent Gbagbo à Seine-et-Nebi? Alors tout d'abord, Afin Guessan, vous permettrez que je revienne sur le discours qu'il a donné en réponse à M. Laurent Gbagbo. Afin Guessan, dans son discours, se met du côté de ceux qui font de la politique sur la base de l'idéologie, qui suivent un homme politique par conviction. Et il dit, d'un autre point, que ceux qui suivront Laurent Gbagbo sont ceux qui suivent la personne de Laurent Gbagbo. C'est ce que... Il a là aussi un discours qui est un peu dur. En plus, faisant le bilan de leur gestion du pouvoir, Afi tente de se déresponsabiliser de tout ce que le FPI a pu faire comme action négative. Afi va plus loin en disant que lui, Afi, a financé M. Gbagbo et que c'est parce qu'il a fait M. Gbagbo que M. Gbagbo l'a fait après. Bon, on voit évidemment que les deux sont dans une position, sont dans des discours très tendus. La question, est-ce que Afin Guessan pourra, aujourd'hui qu'il a l'enveloppe, pourra s'en sortir? Lui, il le dit, c'est un test. Il lui sera, en tout cas, dans le paysage politique actuel, difficile. Toutefois, il peut jouer, de mon point de vue, sur les nouveaux majeurs. Tenter de les convaincre par des idées, mais il lui sera très difficile de pouvoir drainer le monde FPI, qui est... FPI Gore, vous voulez dire? Ah, le FPI tout court? Oui, le FPI, parce que quoi qu'on dise, Laurent Gbagbo a quand même une forte influence sur les militants de son parti. Tout comme les autres grands partis politiques, où moi j'ai la coutume de dire qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens suivent nos trois grands leaders politiques, surtout en raison de leur personne et non en raison des idéologies. Tchubanga. Oh, je ne vends pas très cher sa peau. Hein. Non, franchement, je ne vends pas très cher la peau d'Afin Guessan sur 2025 au moins. Parce que comme elle existe, de toute façon, il a eu pendant 10 ans le boulevard. Laurent Gbagbo était à l'extérieur. Il n'a pas explosé. Il a fait 9% en 2015. Il a à peine 2 députés. Ça veut dire que, clairement, du point de vue électoral, du point de vue des militants, ça ne passe pas. Je ne vois pas par quel... jeu, il pourra se hisser au point d'être le meilleur candidat de la gauche en 2025. Ça, pour moi, c'est mort. En revanche, sur un moyen terme, ou sur l'idée de rassembler, de montrer que j'ai un poids pour pouvoir plus tard intégrer la grande famille de la gauche, il a des angles. Il a l'angle, comme l'a dit Dr Nenebi, des jeunes majeurs. De toute façon, il n'a plus le choix parce que tous les caciques sont avec Laurent Gbagbo. Ça va lui permettre peut-être de responsabiliser encore plus des gens comme Ferdinand et d'essayer de monter, de grignoter, d'exister dans l'espace. Mais au-delà, ça sera très, très difficile pour Afin Guessan. Léon Ferdinand. Oui, je veux dire que Laurent Gbagbo qui part est, j'allais dire, une sorte d'épine qui sort d'un pied. Parce que... Du pied d'Afin Guessan? C'était une épine à ce point? Parce que... Arthur l'a dit, il y a eu 10 ans, il y a eu un boulevard, mais sur ce boulevard, on a passé du temps. Laurent Gbagbo était une épine. Je vous dis, je suis en train de dire quelque chose que vous devez mieux comprendre. Je dis, c'est comme une épine qui sort du pied. Parce que sur ce boulevard dont parle Arthur, pendant 10 ans, nous avons passé le temps à expliquer la crise du FPI. Aujourd'hui, que Laurent Gbagbo part, mais on n'a plus à expliquer. On viendra exposer à ces jeunes, à ces vieux, qui ont vu la politique comme un instrument d'accession ou d'expression de leur liberté individuelle pour qu'ils y adhèrent. Est-ce une manière de régner votre passé?
nous ne réunions pas notre passé puisque nous considérons toujours Laurent Gbagbo comme un référent politique. On ne peut donc pas renier notre passé. Toutefois, nous nous projetons dans l'avenir. Nous nous projetons dans l'avenir parce que nous avons dit que ceux qui sont au FPI n'y sont pas pour la beauté du président Laurent Gbagbo. Ils y sont pour les valeurs qu'il a enseignées. Et Pulchéry le disait tout à l'heure, mais il faut des hommes de valeur pour aller plus loin. Non, Laurent Gbagbo étant un être périssable, comme nous tous, passera un jour. Comme Afin Guessan aussi. J'ai dit comme nous tous. Mais alors, qu'est-ce qu'il va survivre à ces hommes? Ce sont les valeurs qu'ils auront enseignées. Et ce sont ces valeurs que nous poursuivons. Et nous disons que quand viendra le moment, eh bien, il faut que chacun se décide. Et je vous dis, il sera peut-être difficile dans les premiers temps de pouvoir convaincre les Ivoiriens sur la nécessité d'adhérer au FPI parce que, comme le disait tout à l'heure le président de la PDH, beaucoup sont attachés aux individus. Ils sont attachés aux individus, mais il faut leur faire comprendre que ces individus-là passent. Et ce qui crée les crises dans ces grands partis politiques, c'est quand ces individus qui les dirigent trépassent et qu'il arrive le moment de trouver de nouveaux leaders. C'est ce qui crée ces crises. Et donc, il faut s'attacher plus aux valeurs qu'aux hommes. Et nous disons que sur cet espace, eh bien, le président Pascal Afin Guessan a une grande chance. On vous a bien compris. Nous allons donc aller à la pause publicitaire et au retour, certainement, on donnera la parole à ceux qui veulent réagir sur ce point. Bien sûr. De discuter de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Et justement, avant d'aller à la pause, on était en train de parler de la survie politique d'Afin Guessan. Et Blaise Lasme, vous avez souhaité réagir. Oui, ce que je veux dire, c'est que Afin Guessan a pris la tête du parti en 2001. Le parti avait 96 députés. En 2016, lorsqu'il s'est présenté ou il a engagé le parti dans les législatives, il s'en est sorti avec 3 députés. En 2021, M. Afin Guessan s'en est sorti avec 2 députés. Donc, il est en train de dégringoler dans l'opinion des Ivoiriens. Son avenir politique est incertain et ça s'est assombri par son propre fait. Parce qu'au lieu de proposer aux Ivoiriens des idées généreuses, des idées nouvelles, capables de les séduire et de les faire adhérer à son leadership, il a préféré s'embouber dans des querelles intestines improductives. Donc je pense qu'il n'a qu'à s'apprendre en lui-même. Mais en 2025, Afin Guessan ferait mieux de prendre sa retraite dès maintenant, parce qu'il ne produira aucun résultat. Professeur Adian. Il faut comprendre aussi que M. Afi était dans un dilemme cornélien. Il a géré le parti pendant un long moment, en l'absence de Gbagbo. Quand le président Gbagbo revient, soit il lui remet totalement le parti, et ça peut équivaloir à un suicide politique, parce que ça veut dire que ce qui ne dépend plus de lui, c'est la place qu'on va lui accorder. Soit... Il a d'ailleurs dit dans son discours. Voilà, il garde le parti, et puis quand il garde le parti, Gbagbo fait ce qu'il vient de faire, et donc maintenant il a l'occasion d'éprouver sa propre capacitation. Qu'est-ce que je peux faire du FPI? S'il ne manœuvre pas bien, il va perdre le FPI et c'est toute sa crédibilité politique qui s'envole. Donc il a l'occasion de faire un travail de terrain, mais comme on disait tout à l'heure, en quelques années, est-ce que ça pourra rattraper la légitimité traditionnelle et charismatique de Laurent Gbagbo, tout comme au niveau de Bédié, au niveau de Ouattara? C'est ça tout le défi. Et ça, c'est aussi la bonne nouvelle pour lui, puisqu'il a l'occasion de proposer sa vision, de sortir du schéma où on adore des idoles. Il y a 3 idoles en Côte d'Ivoire aujourd'hui. On a toutes les difficultés à nous abstraire de ces idoles du forum. Et donc, quand quelqu'un dit « moi, je prends ma route et je veux proposer une vision », mais ce n'est pas seulement pour 2025. Il ne faut pas qu'Afi voit seulement 2025, mais avec le temps, il y a 2030, il y a 2035. Donc, ça donne la possibilité à d'autres Ivoiriens de proposer leur vision, parce que ce qu'on recherche pour ce pays, c'est une espérance nouvelle. Donc, il faut donner la possibilité aux gens de proposer aux Ivoiriens ce qu'ils peuvent. Ça, c'est la bonne nouvelle. Oui, c'était pour revenir sur une question que vous aviez posée quant à savoir qui peut réconcilier les Ivoiriens. C'est important pour nous parce qu'on disait justement qu'aucun des hommes politiques ne peut réconcilier les Ivoiriens.
Ce qu'il faut, c'est un rassemblement de tout le monde, en fait. Parce que depuis que les gens parlent de réconciliation, que ce soit du côté du pouvoir comme de l'opposition, c'est juste un slogan. On a même créé un ministère de la réconciliation qui, jusqu'à aujourd'hui, ne nous a pas encore dit comment on peut aller à la réconciliation. Donc, c'est une affaire de tous les Ivoiriens. C'est de trouver la personne qui a la capacité de réunir tout le monde pour définir ensemble une démarche consensuelle. Comment fait-on pour trouver cette personne? L'idéal aurait été le président de la République lui-même, parce que c'est lui qui a tous les leviers pour convoquer tout le monde. Mais comme malheureusement, non seulement il ne le fait pas, mais il prend des décisions qui écartent certains leaders du pays. Il a posé des actes en faveur de la réconciliation et il a dit lors de sa rencontre avec Laurent Gbagbo cette volonté de poursuivre le dialogue. Ce n'est pas suffisant. Ça fait combien de temps qu'on est dans cette crise? On pose des actes qui sont très séquencés et qui durent dans le temps. Le peuple est fatigué. On veut aller à la paix. On veut que les prochaines échéances électorales se fassent sans conflit. Mais c'est urgent de régler définitivement certaines questions pour aller à la réconciliation, comme la libération des prisonniers, comme le retour de tous ceux qui sont en exil pour une raison ou pour une autre. Et donc, il faut pouvoir rassembler tout ce monde-là pour discuter véritablement. C'est parce qu'on pense que la réconciliation doit être l'apanage d'un camp ou d'une personne qu'on n'en est pas encore là. Donc, il faut forcer le rassemblement autour d'une table, le dialogue national inclusif dont on parle maintenant, parce que nous, on en parlait depuis, c'est maintenant que les politiques en parlent. Ce dialogue national inclusif-là, il faut créer les conditions pour qu'il se tienne. Et c'est pour cela que nous, en tant que société civile, on a décidé de nous y essayer et on verra bien ceux qui refuseront de participer au processus. D'accord, Arsène Ennebi. Je voulais rapidement dire un mot sur la question relative à l'avenir politique d'Affi N'Guessan. Oui. Je pense que tout d'abord, Affi N'Guessan, en négociant le poste de vice-président, avec quelques inquiétudes déjà sur son avenir politique. Deuxième chose, je pense qu'Affi N'Guessan a conscience que tant que les trois grands leaders politiques seront encore dans le marigot politique ivoirien, il lui sera difficile. Mais Affi sait aussi qu'il n'est pas exclu, si on s'abandonne au dire du chef de l'État, du président de la République, qui n'exclut pas de revisiter la Constitution pour revenir à la limitation de l'âge. Si cette révision constitutionnelle est faite, Affi se dit qu'il aura des gens de sa génération qu'il pourrait affronter. Et en ce moment-là, peut-être qu'il pourrait se donner les moyens de faire le chemin qu'il embrasse. Léa, Ferdinand, j'ai vu que vous voulez réagir. Oh, non, mais j'avais déjà réagi, mais je voulais revenir sur les propos du professeur et lui dire qu'en 2001, quand le président Affi prenait les rênes du FPI, c'était à l'issue d'un congrès. Le président Laurent Gbagbo ne s'est pas assis dans une chambre, et comme ils ont eu l'habitude de taquiner, il a été nommé Affi N'Guessan a été nommé Premier ministre dans des toilettes. Mais ce n'est pas dans les toilettes qu'il a pris le FPI. C'est à l'issue d'un congrès. Et il faut que cela soit bien clair. Et donc, ce congrès est organisé au regard des statuts du Front populaire ivoirien. Et donc, quand Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire, eh bien, c'est au regard de ces mêmes statuts qu'on lui dit « viens et préside ». Ce n'est donc pas un héritage qu'on lui a légué, ce n'est donc pas une maison qu'on lui a confiée, et quand on arrive, on lui donne les clés, sans procédure. Vous voyez, madame, nous insistons sur les valeurs. Nous insistons sur les valeurs parce que ce sont ces valeurs qui vont rendre pérennes nos convictions, qui vont rendre pérennes nos actions et qui vont rassurer le bas peuple qui ne fait pas la politique. Nous aspirons à diriger un État, mais il faut qu'on inspire aux jeunes la volonté de faire partie de cet État. Ça va, et sur la base des valeurs et des tests, des lois, des écrits que nous nous sommes imposés. Le président Laurent Gbagbo l'a dit à Daoukro, on écrit des choses, on écrit des tests qu'on a du mal à respecter nous-mêmes. C'est une grande désolation pour nous que la chose se passe ainsi. Merci, on vous a bien compris. J'aimerais qu'on aborde maintenant un point assez rapidement, c'est la place de Simone Gbagbo dans cette organisation. Comment vous la voyez, cette place? Simone Gbagbo avait assisté à la rencontre de Laurent Gbagbo avec en fait, la rencontre qu'il a organisée. Mais aujourd'hui, quelle pourrait être donc la place de Simone Gbagbo dans cette nouvelle organisation?
Bon, je pense que Simone a toute sa place dans la construction de la gauche. Si tant est que l'idée est de rassembler la gauche dans un nouveau parti, déjà qu'on n'a pas Finguessan, on ne sait pas encore le statut de Charles Blé Goudé, on ne va pas encore écarter Simone. Alors que, donc, elle doit avoir une place et vu son histoire, vu son parcours, elle doit avoir une place essentielle dans ce nouveau parti. Et je pense que Laurent Gbagbo l'a cité dans son discours 2 à 3 fois. Et puis, des couples, ce genre de couple, je pense, doivent avoir l'intelligence. Et ceux qu'on a vus, en intelligence, fait la différence entre les choses privées et la question politique. Voilà. Quand on prend Winnie et Madiba, il y a eu divorce, mais tous les deux ont contribué à ce que l'NC soit fort. Ségolène, François Hollande, il y a eu divorce, mais tous les deux ont contribué à ce que la gauche soit forte, même si Ségolène espérait un plus grand soutien en 2007 de la part de François. Donc je pense que Simone et Laurent Gbagbo ont tout intérêt pour avoir un parti de gauche fort, comme c'est l'ambition, d'être ensemble dans ce combat politique. Puisque finalement, même quand on écoute avec... on parlait de vision, mais quand on écoute, je suis d'accord avec Blaise, c'est quand on écoute même Pascal Affi-N'Guessan, les problèmes ne sont pas idéologiques, les problèmes ne sont pas de vision, les problèmes sont personnels. Il faut avoir la capacité d'aller au-delà de ces questions personnelles pour construire le plus grand intérêt. Aujourd'hui, je dis souvent à des amis de gauche, on est plus que jamais dans une crise des valeurs qui devait favoriser la gauche, entre les grandes inégalités, entre la question de la pollution. Mais que ce soit le mouvement syndical, que ce soit le mouvement des partis de gauche, ils sont tous, et dans le monde entier, en ralentissement. Alors que ça devait être leur moment, en quelque sorte, avec les essais du capitalisme qu'on peut voir. Mais je pense que Simone a toute sa place, elle doit l'avoir, et Laurent Gbagbo, je pense qu'il a conscience de la place de Simone pour réussir ce grand parti de gauche qu'il envisage. Puis, chérie Ballet, vous voulez réagir sur la place de Simone? Oui. Pensez-vous qu'elle fait partie des... que Simone et Gbagbo également ne peut pas incarner la réconciliation? Comme vous avez dit, aucun leader ne peut incarner. Oui, c'est l'affaire de nous tous. Donc, c'est pas... aucun leader ne l'incarne, mais chacun a sa contribution à apporter. Et par rapport à votre question, j'espère franchement qu'ils arriveront à dépasser leurs problèmes personnels pour mettre la Côte d'Ivoire au centre des décisions. Et comme l'a dit M. Banga tout à l'heure, ils ont intérêt, en tout cas, à continuer de collaborer. J'espère qu'elle aura sa place dans ce nouveau parti. Docteur Hassan Nenebi. Je pense que la présence de Mme Simone Gbagbo à la rencontre prouve déjà qu'elle est disposée à participer à ce mouvement. Maintenant, de mon point de vue, il appartient au président Gbagbo de lui donner toute la place qu'elle mérite au regard de son poids politique dans l'histoire de la gauche en Côte d'Ivoire. Surtout que déjà, comme l'ont dit les uns et les autres, leur vie privée ayant plus ou moins influencé quelque peu leurs militants, puisqu'on voit à travers les réseaux sociaux bien de personnes qui revendiquent être pro-Simone, en veulent un peu au président Gbagbo. Donc il faut que le président Gbagbo prenne toute la responsabilité qu'il peut pour lui donner la place qu'elle mérite dans la construction de ce vaste mouvement de la gauche. Le temps imparti donc à ce premier thème est largement dépassé, mais nous attendons encore l'arrivée du professeur Beignet de l'INHP. Donc nous allons continuer avec cette dernière question. Un commentaire de cette phrase prononcée par Laurent Gbagbo justement pendant ce discours. Il a dit « être en prison ou dans la tombe que de vivre en indigne ». Qu'est-ce que cela veut dire, d'après vous? Est-ce qu'il a l'intention de prendre toute sa place, de mettre en place une opposition un peu plus virulente face au pouvoir en place? Je commence toujours par vous, parce que vous êtes historien et que vous parlez en même temps en prenant exemple sur le passé. Je pense que Laurent Gbagbo ne sait faire que deux choses, la politique et l'histoire. Et ces deux choses mises ensemble lui imposent de jouer un rôle majeur dans ces années qui suivent sur le plan politique. Et pour l'histoire, ce serait quelque chose d'unique d'avoir quelqu'un qui est parti, même dans ces conditions-là, qui revient au pouvoir. Après, je pense qu'il aura l'intelligence de mesurer ce qu'il peut physiquement. Est-ce qu'il aura le docteur Néné parlait tout à l'heure d'une réforme constitutionnelle. Mais même dans ce cas,
ça ne l'empêche pas de peser sur le jeu politique. De toute façon, Laurent Gbagbo, il fera de la politique, il va peser sur le jeu politique. Il n'a pas l'intention de prendre sa retraite politique, de préparer... Non, c'est pas son style. C'est pas son style. Je ne le vois pas en train de prendre une retraite politique. Ou de passer la main aux nouvelles générations. Ça va dépendre de la loi et de son état physique. Je pense que quand je me mets à sa place, l'histoire est trop belle pour la manquer, en fait. Professeur Dian. Laurent Gbagbo est en position de combat. Il a son objectif, il vise 2025 et il est en train de travailler à ça. Il y a une phrase, la dernière, je crois, de son intervention, on me dira si je me trompe. Il finissait son intervention et il a dit une dernière chose. En politique, on ne fait pas de chantage. Quand on fait du chantage en politique, on te fait ce qu'on a fait à Afi. Ça, c'est très clair. Ça veut dire qu'il est en position de combat et qu'il n'acceptera pas que des gens marchent avec lui et que les gens l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Ça, c'est l'attitude de l'homme politique qui est en train d'aller vers un objectif. Laurent Gbagbo, qui est là, est en train de se préparer à quelque chose. Donc, il faut que ça soit bien clair. Et pour revenir à la question de Mme Simone Gbagbo, c'est une grande dame qui a beaucoup à apporter à la Côte d'Ivoire. Ce sera à elle de voir s'il faut continuer de marcher avec M. Gbagbo pour après, quand le temps viendra, profiter, bénéficier des dividendes charismatiques de M. Gbagbo, c'est très important, ou alors de dire, je crois que j'ai assez fait, je vais prendre ma route, mais si elle décide maintenant de prendre sa route, peut-être que c'est aussi à elle que cette phrase que je viens de citer sera appliquée, je ne sais pas. D'accord, merci Blaise Lasme. Assez brièvement, nous sommes au terme de ce premier thème en tout cas. Alors, Simone Gbagbo a toute sa place. A toute sa place dans le paysage politique ivoirien. Elle a toute sa place par rapport à son parcours, à son impact. Je pense qu'aucun homme politique intelligent ne peut décider par lui-même de se passer d'une femme comme Simone Gbagbo. Laurent Gbagbo étant un homme très avisé, je crois, je suis persuadé que... De se passer politiquement, vous voulez dire. Politiquement, voilà. Ils sauront se mettre ensemble et progresser ensemble. Mais je veux surtout revenir sur la réconciliation. La réconciliation suppose des prérequis. Pour qu'on atteigne la réconciliation, il faut, pour celui qui a l'initiative de poser certains pas, qu'il puisse prendre des décisions qui s'imposent à lui, qui s'imposent à la nation, pour qu'elle puisse se retrouver. Jusqu'à aujourd'hui, quoi, Justin est encore en prison. Il est détenu à Boaké. On ne sait pas pourquoi il est en prison. Il y a encore des étudiants qui sont en prison. Il y a Charles Bleu Goudé qui n'est pas encore revenu de son exil. Il y a beaucoup de choses à régler. Je crois que c'est à ça qu'il faut s'atteler pour réunir la Côte d'Ivoire. C'est plus important que les petits problèmes internes qui vont finir par se résoudre. Parce que les hommes politiques sont des gens qui sont très pragmatiques. Ils finissent toujours par se retrouver là où il faut. D'accord, merci.